Merci de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le sous-sol guinéen n'est pas riche qu'en bauxite, en or ou en fer. Après la Basse-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, la Moyenne-Guinée pourrait très prochainement devenir la convoitise des miniers. Plusieurs préfectures de cette zone de la Guinée regorgent des gisements de graphite, de colbate et de cuivre. C'est immense, ce qui ressort d'une récente recherche. Plus de détails dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons de la désinformation qui est devenue une véritable menace pour le journalisme. Face à l'afflux d'informations sur les réseaux sociaux, certaines infox se retrouvent sur les sites d'information au détriment des consommateurs, faute de vérification. Explication à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le sous-sol guinéen est reconnu comme un scandale géologique et le pays continue d'attirer la convoitise des grandes sociétés minières à travers le monde. Des recherches ont récemment permis de prouver l'existence des gisements de graphite, de colbate et de cuivre dans certaines préfectures de la Moyenne-Guinée. Une découverte qui va ouvrir les portes de cette zone de la Guinée aux entreprises minières. Mamadou Tanoba, reportage. La politique minière de la Guinée se fixe pour objectif de changer la donne et de faire profiter le pays des recettes issues de cette ressource. Le Bureau de stratégie et du développement BSD œuvre dans ce sens. Avec une vingtaine d'entreprises minières établies dans le pays, l'État se bat pour qu'il y ait des raffineries en Guinée. Mamadou Saïdou Bimbiriko Bari est le directeur du BSD. La vision, c'est transformer les ressources minérales sur place pour créer plus de valeur ajoutée, plus d'emplois. Et cette politique-là, le président Mamadi Doumbé est en train de la prôner. Et nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des entreprises pour atteindre cet objectif. Il y a beaucoup de conventions qu'on a signées qui rentrent dans le cadre de la transformation sur place. Aujourd'hui, des mesures spécifiques sont en train d'être prises par les autorités du ministère des Mines pour qu'on puisse avancer dans ce sens. À la question de savoir à quand la mise en place de ces raffineries, Mamadou Saïdou Bimbiriko Bari répond. Selon le programme, on est en train de travailler de manière serrée pour que les prochaines années, je dis les très prochaines années, qu'on puisse avoir 2 ou 3 raffineries qui vont se développer dans le corridor nord-ouest. L'autre bonne nouvelle est que des gisements de graphite, de cuivre et de cobalt existent en Guinée, a laissé entendre Mamadou Saïdou Bimbiriko Bari. On a un gisement de graphite qui a été mis en évidence par une société à Lola. La phase de conception, la construction du projet est en cours. Je pense que dans les prochaines journées aussi, cette mine de graphite, on va l'ouvrir. Des recherches sont en train d'être menées sur les minéraux stratégiques de façon générale, notamment le cuivre et le cobalt, sur des régions comme des régions de la Moyenne-Guinée et les régions de la Haute-Guinée. Le potentiel a été retrouvé sur certaines zones stratégiques de la Moyenne-Guinée comme le Mamou, comme Tougué et puis des régions comme Kissoudou. Donc on espère travailler avec des investisseurs pour pouvoir développer ce fort potentiel. Les ressources minières constituent le principal pourvoyeur de richesses au pays. Dans 2 semaines exactement, la Guinée célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'était le 2 octobre 1958. Même après ces 6 décennies, le pays peine toujours à amorcer un véritable développement, ce en dépit des efforts fournis par les différents régimes qui se sont succédés. Interrogé le président de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne en est conscient. Il invite par ailleurs les Guinéens à œuvrer pour la cohésion sociale en vue d'un développement harmonieux. Fatoumata Kane et Ansoubaï Lobalde, reportage. Le 2 octobre 2024 va marquer le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Cette journée historique sera célébrée cette année sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, les femmes guinéennes ». Un thème qui inspire, mais pour certains observateurs, les efforts fournis par les différents régimes n'ont pas encore porté tous leurs fruits. Le pays est toujours confronté à des difficultés. Le premier défi, c'est les infrastructures routières. Ensuite, le deuxième défi, c'est l'énergie. Le troisième défi, c'est l'environnement. Et l'un des derniers défis, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, on dira que la Guinée a des mines, on a des grands projets, le Simandou, des milliards. Et si les Guinéens n'arrivent pas à profiter, parce que nous n'avons pas cette formation, ça va nous faire défaut.
Imaginez que dans certains corps de métier, les Guinéens, avec toutes les grandes universités que nous avons, avec toutes les écoles professionnelles, on ne forme pas des métiers de l'avenir. Pas que, le chômage constitue aussi un frein au développement, poursuit cet acteur de la société civile. Pour amorcer un véritable développement, il invite les autorités à plus de planification. En matière de relever les défis, il faudrait que le développement, c'est une planification. On ne peut pas se lever un matin, on dit bon, on va faire la route là, non. L'une des priorités, moi je dirais, c'est les voies de communication. Parce que si on produit et que les produits là ne sont pas acheminés vers les zones de commercialisation, tu vas se dire que les parents ont produit à perte. Célébrer le 2 octobre doit être une fierté selon Moussa Sangaré. Cet activiste précise que cette date n'est une propriété privée d'aucun régime politique. Qu'est-ce qui fait de nous Guinéens? C'est le 2 octobre. C'est tout, c'est suffisant pour fêter le 2 octobre. C'est notre souveraineté. Le 2 octobre n'appartient à aucun régime. Le 2 octobre, c'est la Guinée. C'est comme si on disait l'extrait de naissance de la Guinée. Donc, ce qui fait de nous aujourd'hui Guinéens, c'est ça. Avant, on parlait de Rivière du Sud. Mais c'est à partir du 2 octobre qu'on a proclamé la République de Guinée. Donc, fêter ça, ça n'a rien à voir avec tel ou tel régime. On doit être fier de fêter le 2 octobre en tant que Guinéen. Afin de préserver la souveraineté nationale, Moussa Sangaré invite les citoyens à plus de responsabilités pour une cohésion sociale. Quelle Guinée veulent bâtir les Guinéens? Cette interrogation est du coordinateur de la Coalition nationale des associations pour la paix et le développement en réaction à la vague de soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya face aux mobilisations à chaque déplacement du président de la transition. Ibrahima Aminata Diallo estime que l'homme du 5 septembre est en train d'être tenté et trompé par son entourage. Toutefois, l'acteur de la société civile dit croire en l'homme sur parole. Amara Bangoura. Tout d'abord, le coordinateur de la Coalition nationale des associations pour la paix et le développement a fait un bilan sur les 3 ans de gestion de la gouvernance CNRD, de la liberté d'expression, y compris celle de la presse, au respect des droits de l'homme. Ibrahima Aminata Diallo voit un grand recul depuis le renversement d'Alpha Condé. Donc moi, je pense qu'on est parti de choléra à la peste. C'est à nous de choisir entre le régime d'Alpha Condé et ce régime actuel. Depuis quelque temps, la candidature du président de la transition fait débat en Guinée. Certains artistes et mouvements ont déjà donné le ton pour soutenir et l'expriment à chaque déplacement de l'homme qui a promis de ne pas être candidat à la présidentielle. Une situation source de préoccupation pour Ibrahima Aminata Diallo. Voulons-nous, quel type de nation voulons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-fils? Quel type de régime voulons-nous laisser à la Guinée? Quelle façon de prendre le pouvoir voulons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-fils? Je vais dire quoi? On sait que le putsch, ce n'est pas une élection. On a pris le pouvoir par la force. Est-ce qu'il faut continuer à prendre le pouvoir par la force et organiser des élections et se présenter et continuer à diriger, n'est-ce pas, un pays? L'acteur de la société civile voit le président de la transition dans une sorte de tentation qui, selon lui, serait soutenu aussi par son entourage. Tous ceux qui sont autour du président, ils sont en train de le tromper. Le président Mamadi Doumbouya, je vais dire. Que ce soit le CNT qui a une caisse à résonance du CNRD, que ce soit le gouvernement, personne n'a la volonté de dire la vérité au président. À défaut, si on ne comprend pas, au moins il faut quand même sortir par la grande porte avec une dignité. En attendant que le concerné en fasse une déclaration officielle, ce membre du Forum des forces sociales de Guinée se veut prudent. C'est prématuré d'en parler, mais nous savons que les intentions sont là, les velléités sont là, mais il faut s'en méfier d'en parler pour l'instant. Restons dans le focus sur le programme et sur le discours qu'il a tenu. Ni lui, ni les membres du CNT ou de son gouvernement ne sera candidat aux élections. Autre titre de ce journal, la désinformation dans les médias guinéens, un sujet qui fait débat de nos jours. Des informations jugées fausses se répandent sur les réseaux sociaux dont la plupart nécessitent des vérifications avant d'être prises au sérieux. Mais certains hommes de médias vont à l'encontre des principes de l'éthique et de la déontologie du métier
en diffusant ou en publiant des informations erronées. Comment faire alors pour éviter de relayer des infox? Ansoubaï Baldé a posé la question à des professionnels. Suivez. La désinformation est une réalité dans les médias guinéens. La faute incombe dans ce sens à ceux qui ne prennent pas le temps de vérifier quand ils ont une information jugée fausse. Les réseaux sociaux et les lieux publics sont souvent où des rumeurs sont véhiculées par des citoyens mal intentionnés. Cela impacte forcément le métier de professionnel aux yeux de Saïkou Baldé, journaliste à la radio nationale. Et qui sont ces gens-là? Ce sont ceux que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux, qui sont des blogueurs, des influenceurs, n'est-ce pas? Des gens qui s'asseyent dans un coin de la rue, dans leur salon, dans les bars et cafés, et qui inventent donc des informations, hein, et qu'ils distillent à travers les réseaux sociaux. Et pour eux, c'est ça l'information. Alors qu'en fait, ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. La désinformation est livrée par leurs auteurs pour des intérêts derrière dans la plupart des situations. Et cela n'est pas sans conséquence, selon Boubacar Al-Gassimou Diallo, correspondant de BBC en Guinée. Ça peut saper les fondements même de la République, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à compromettre même la renaissance économique, la renaissance politique, la renaissance sociale. La désinformation est un fléau transversal qui, s'il n'est pas contrôlé, finit par être un monstre qui engloutit tout sur son passage. Ces derniers temps, plusieurs journalistes ont été sanctionnés pour, dit-on, insuffisance professionnelle par la haute autorité de la communication, d'autres traduits en justice pour n'avoir pas recoupé les informations mises à leur disposition. Et pour éviter de tels cas, la garantie est donnée par le directeur national par intérim de la communication et des relations avec les médias privés du ministère de l'Information et de la Communication d'aider les journalistes dans la vérification de l'information. Nous sommes en relation avec tous les chargés de communication des différents départements ministériels. Ça veut dire que si un journaliste entend une rumeur, une fausse nouvelle sur un département ministériel, il peut venir au niveau de la Direction nationale de la communication des relations avec les médias privés qui va le mettre en relation avec les départements concernés. Donc c'est une façon pour nous d'aider les journalistes à avoir accès aux sources d'information. Et puis, un minibus transportant des sachets d'eau minérale a fini sa course dans l'espace aménagé du rond-point de la tannerie, ici à Imbaya. Pas de perte en vie humaine, mais 3 personnes, dont le conducteur et ses 2 apprentis, ont été grièvement blessés. La défense du système de freinage est la cause principale de l'incident, selon la commissaire spéciale de la sécurité routière de Matoto. Amara Bangora pour plus de détails. La scène s'est produite aux environs de 5 heures du matin. Le minibus rempli de sachets d'eau et dont les 4 roues sont en l'air s'est renversé dans l'espace aménagé du rond-point de la tannerie. La commissaire spéciale de la sécurité routière de Matoto reconstitue les faits. Il s'agit d'un minibus immatriculé RC 6092 AV qui quittait du côté de Koza. Juste après la traversée des rails, il a constaté que son système de freinage était inopérant. C'est ainsi qu'il a perdu le contrôle de sa machine pour descendre en trompe où il est venu se buter contre le rond-point de la tannerie puis se loger là-dedans. Pour le moment, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu 3 blessés graves, dont le conducteur du minibus. Et ces 2 apprentis qui sont tous allaités actuellement au CHU d'Ignasidi. L'espace a pris un sérieux coup. Une partie de la clôture a été endommagée, une situation qui renvoie le débat sur le manque de contrôle technique des engins roulants, comme le souligne la commissaire spéciale de la sécurité routière de Matoto. Si tu sais que ton véhicule a circulé durant 6 jours, normalement, le 7e jour, vous devez prendre pour faire l'entretien. Mais ce qui les intéresse, c'est les recettes qui les intéressent. Ils ne font pas l'entretien des véhicules. C'est ce qui est souvent à l'origine de ces accidents. Au rond-point de la tannerie, le cas n'est pas isolé. Au mois de mai dernier, un autre minibus contenant de boissons a fini sa course dans le même espace. Face à la récurrence des cas, les autorités renforcent la clôture avec des murailles en béton fort pour limiter les dégâts. À présent, ce communiqué de la CEDEAO.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO condamne les attaques terroristes contre les installations militaires à Bamako au Mali. La CEDEAO dit avoir suivi avec consternation les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre des installations militaires à Bamako au Mali qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels. Par le président, la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali ainsi qu'aux familles des victimes. Elle tient à réaffirmer sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine. Enfin, la CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Pour terminer cette information en brève, bonne nouvelle pour le Sili national U20 qui s'est imposé 3-1 contre la Guinée-Bissau au compte de la phase de poule du tournoi UFOA U20. Le Sili signe donc une belle performance avec les réalisations de Mohamed Bangoura, Mohamed Lamine Yula et de Tidiane Kondé. Une première victoire très importante pour l'équipe guinéenne. Bonne chance donc au Sili national U20 de Guinée. Fini ce journal réalisé par toute la rédaction politique du groupe Kavi Media. Merci de votre attention. L'information, c'est aussi sur le www.siaminfo.com. Au revoir.